Alors, le tableau général, c'est toujours vous le connaissez, hein, c'est effectivement de considérer quel est le poids finalement de l'environnement dans la survenue de finalement des maladies, et en particulier la mortalité, hein, puisque c'est ce qu'on veut éviter. Finalement, avoir une connaissance du risque pour mieux l'appréhender et savoir si en faisant des actions d'intervention, on peut améliorer les conséquences, que ce soit en termes de morbidité, c'est-à-dire le fait d'être malade, d'avoir des symptômes, ou de mortalité, c'est-à-dire d'avoir des décès prématurés. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'environnement au sens large impacte pour environ 23% ce qui est de la mortalité au niveau mondial. Et bien sûr, c'est l'environnement au sens large qui inclut ce à quoi on est exposé dans l'air, mais également ce que l'on mange, hein. Donc, c'est vraiment au sens très large. Et vous voyez que la majeure partie des décès est quand même située dans les pays à faible niveau de revenu ou dans les pays émergents, mais probablement sous-estimée dans nos sociétés parce que jusqu'à maintenant, finalement, on n'y a pas vraiment fait attention au sens où on l'entend, et on y reviendra tout à l'heure. Alors, je suis obligée, je m'en excuserai, de faire un petit focus quand même sur la dimension respiratoire pour sensibiliser tout le monde. En parallèle de cette évolution environnementale que vous connaissez, le panorama qui a été dressé tout à l'heure par la précédente intervenante, il y a un enjeu de taille puisque selon l'OMS et la Société européenne respiratoire, nous on a un problème avec ce qu'on appelle les Big Five, c'est-à-dire les maladies qui sont en explosion et qui vont continuer d'augmenter au cours des 20 prochaines années. Donc vous avez ce qu'on appelle la BPCO, hein, classiquement la maladie respiratoire anciennement du fumeur, qui actuellement de moins en moins concerne le fumeur, mais les personnes qui n'ont jamais fumé, on y reviendra, qui ont fait un vieillissement prématuré du poumon, une obstruction irréversible des voies aériennes. Une maladie que vous connaissez mieux, notamment ici, c'est bien sûr l'asthme, en sachant qu'il y a l'asthme allergique, mais également des personnes qui sont asthmatiques et qui n'ont aucune allergie, donc liées à des facteurs environnementaux. On a le problème des infections respiratoires basses, et en particulier des pneumonies. Et puis, on a le problème de la tuberculose pulmonaire qui reste encore un problème d'actualité, hein, à l'échelle mondiale. Et bien évidemment, le cancer du poumon, malheureusement, vous le savez, cancer du poumon que l'on voit de plus en plus chez des femmes jeunes qui n'ont jamais fumé et donc qui posent les problèmes d'implication environnementale. Alors, au niveau des voies aériennes, donc, vous le savez, c'est des notions d'anatomie, mais je me permets juste d'y revenir. Au niveau du parenchyme pulmonaire, vous avez, au niveau respiratoire, les voies aériennes, effectivement les conduits, et on y reviendra parce que ces voies aériennes, elles aboutissent aux alvéoles où vont se faire les échanges gazeux, et on y reviendra notamment quand on va parler des particules fines et des particules ultra fines, qui finalement vont passer cette membrane alvéolo-capillaire et vont avoir un effet systémique. Et autour de ces voies aériennes, vous avez le parenchyme pulmonaire qui lui aussi peut être touché par la pollution et entraîner ce qu'on appelle des pnéumopathies infiltrantes diffuses. Vous avez peut-être entendu parler de maladies comme la fibrose pulmonaire idiopathique. Jusqu'à maintenant, on disait idiopathique parce qu'on ne savait pas trop à quoi c'était dû. On disait sans cause retrouvée. Et maintenant, il est probable que les facteurs environnementaux et la pollution aient un rôle sur le développement de ces fibroses pulmonaires. Alors, on a un gros souci sur le plan de la santé publique et sur la respiration, qui est aujourd'hui dans nos sociétés une sous-estimation et un sous-diagnostic de la capacité respiratoire et du souffle. Et je pourrais vous demander à vous tous ici, même si l'échantillon est forcément biaisé, combien d'entre vous, indépendamment de problèmes de santé, avez déjà soufflé dans un spiromètre pour savoir quel est votre souffle ? On est dans une société dans laquelle on se pèse, on se mesure, on se prend la tension artérielle. Certains patients connaissent leur glycémie, leur taux de cholestérol, mais personne ne connaît son souffle normal. Et donc on a un vrai problème, puisque ce dont on va parler, c'est l'impact de ce qui nous entoure sur la santé respiratoire, mais nous ne savons pas d'où nous partons. Et donc, on l'a vu à travers notamment cette épidémie SARS-CoV-2, où on a vu des patients arriver aux urgences avec des tableaux de détresse respiratoire. Bien sûr, il y a la gravité liée au virus, mais il y a aussi une situation de base que l'on ne connaît pas et qui explique aussi la gravité. Donc, un vrai problème parce que dans d'autres pays, en particulier les pays nordiques, ils sont plus en avance que nous sur ce sujet, la mesure du souffle fait partie du bilan de santé, notamment au milieu scolaire. Donc, on sait déjà au début, au niveau des trajectoires, où se situent les enfants. Nous, on fait la mesure du souffle quand les gens sont déjà malades de façon tardive. Et ça, c'est un vrai problème.
Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'effectivement, et vous allez voir que quand on parle de prévention et d'études d'intervention, c'est là où c'est important. Où est-ce qu'on se situe? Sur cette étude, vous avez donc, c'est une étude de cohorte, ils ont suivi des enfants qui au départ étaient tous asthmatiques. Et donc ils ont regardé l'évolution de la fonction respiratoire au cours de la vie et ils les ont suivis jusqu'à l'âge quand même, un âge avancé avec des projections jusqu'à 30 ans. Donc ce qu'on sait sur le développement pulmonaire, c'est ce que vous avez représenté ici. Vous avez donc la courbe bleue, vous voyez donc ici c'est la naissance et jusqu'à l'âge de 20 ans, on va avoir la phase de croissance pulmonaire. À partir de 20 ans, on va avoir une phase en plateau et après 25 ans, on va avoir finalement un déclin de la fonction respiratoire qui va être un déclin physiologique. Nous avons tous une propre norme de la fonction respiratoire et elle est déterminée par la fonction respiratoire de nos parents, d'une certaine façon. Et puis, vous avez un deuxième groupe d'enfants qui vont avoir un développement pulmonaire normal jusqu'à l'âge adulte, jeune adulte, et puis ensuite, vous voyez qu'ici, ils vont accélérer rapidement le déclin. Ensuite, troisième groupe d'enfants, vous voyez ici que la croissance, elle est ralentie. Au lieu d'arriver ici, elle s'arrête. Et puis, ensuite, il va y avoir deux possibilités. Ceux qui vont avoir un déclin, finalement, plutôt physiologique, et ceux qui vont avoir une accélération du déclin. Et aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que les patients qui ont ce que l'on appelle cette fameuse BPCO, en réalité, ils ne viennent pas de nulle part. Ces patients qui ont une BPCO, ils vont cumuler les risques, c'est-à-dire qu'ils vont à la fois avoir une anomalie de la croissance pulmonaire pendant cette fenêtre de vulnérabilité très particulière, et ensuite, pour certains d'entre eux, une accélération du déclin, soit parce qu'ils ont été fumeurs, tabac et cannabis, exposés à la pollution ou des problèmes d'infection. Voilà. Donc tout l'enjeu aujourd'hui en matière d'intervention et de prévention, c'est de savoir est-ce qu'on continue à diagnostiquer tardivement les personnes et bien sûr à les traiter, à les soulager, ou est-ce qu'on est en anticipation pour se dire qu'est-ce qu'il faudrait pour faire de la prévention tôt dans la vie. Et c'est pour ça que je vais vous parler énormément d'études concernant les enfants, puisque s'il faut faire de la prévention et de l'intervention, il faut se mettre en amont. Alors, autre élément aussi qui vient bouleverser un peu ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, une étude là qui est la plus vieille cohorte concernant l'évolution de la BPCO qui a été faite par des collègues australiens. Donc eux, ils ont commencé ici, on n'est pas, contrairement à la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure, on n'est pas devant des enfants qui sont asthmatiques au départ. Ici, on est en population générale. Dans population générale, ils ont suivi les enfants depuis l'âge de 7 ans. Vous prenez tout le monde, quel que soit le statut asthmatique, pas asthmatique, et ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 53 ans. Et donc, ce que l'on voit ici, donc vous avez ici l'évolution de la fonction respiratoire au cours du temps. Vous voyez qu'au départ, vous avez des personnes qui vont partir déjà à moins de déviations standards. Ils sont dans le couloir le plus sévère. Et malheureusement, ils vont rester dans ce couloir de sévérité toute la vie. Vous avez ensuite d'autres personnes qui vont partir, la normale, elle est ici avec la ligne à 0 qui est normalisée. Vous allez avoir des personnes qui sont un peu en dessous de la normale et puis qui vont se dégrader très vite, mais vous voyez qu'ils se dégradent au moment de l'adolescence, hein, ici, voilà, avant l'âge de 20 ans, une dégradation accélérée qui va continuer de façon inexorable et aboutir à une fonction respiratoire très dégradée à l'âge de 50 ans. D'autres qui vont effectivement partir très bas, puis il va y avoir une déclinaison assez lente. Et puis vous allez avoir des personnes qui partent très bas, mais qui vont récupérer finalement le handicap de départ, ici. Et puis d'autres qui sont au-dessus de la normale, et puis certains qui sont très au-dessus de la normale. Et donc ça c'est important parce que finalement aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que la notion de trajectoire, c'est ce qui va conditionner finalement l'expression, la sévérité de la maladie respiratoire. Et au final, quand on combine un petit peu ces trajectoires et surtout les différents facteurs de risque, c'est-à-dire ceux à quoi ont été exposées les personnes, ce que l'on voit, c'est que la majorité des patients qui ont eu une BPCO à l'âge de 53 ans, ce sont principalement des personnes qui étaient dans le couloir effectivement violet que je vous ai montré là, mais surtout dans le couloir bleu, ici. Donc ils partaient finalement, ils n'étaient pas trop mal, et puis ils ont été exposés à tout un tas de facteurs environnementaux. Alors ça peut être aussi des antécédents familiaux, hein, d'asthme, d'allergie. Ils ont cumulé tous les ennuis, des problèmes d'infection à répétition, le fait d'être exposé à un tabagisme passif parental, d'avoir démarré également à leur tour, en étant jeune, un tabagisme actif, et au final, l'apparition d'une maladie respiratoire sévère à l'âge de 50 ans. Voilà. Alors, ceci vient finalement assez bien aujourd'hui expliquer pourquoi, même si au travers des études,
je vais être obligée de vous montrer l'impact de chaque polluant par des modèles monopolluants sur un indicateur de santé, en fait, probablement que cette vision, elle est déjà complètement biaisée. Vous pourriez déjà oublier ce que je vais vous dire, parce que ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est la notion d'exposome. C'est-à-dire qu'en fait, les déterminants de santé qu'on va analyser par les études publiées, c'est la conséquence de toutes les expositions cumulées au cours de la vie. Et ces expositions cumulées, en fait, elles commencent in utero. Et c'est le cas également pour les polluants. Donc même si je vais vous montrer pour des questions un peu de présentation l'impact de tel ou tel facteur, in fine, il faut faire la somme de tous ces facteurs pour expliquer l'impact sur la santé. Alors bon, la pollution, donc vous le savez, ça a été dit en introduction par le docteur de Thoré, donc il y a effectivement des sources naturelles, l'érosion, les algues, les volcans, les marécages, et puis des sources anthropiques qui sont très importantes. Ça a été dit tout à l'heure, le trafic routier, les transports aériens et maritimes, la production d'énergie, les industries, les usines d'incinération, le chauffage domestique et puis surtout l'agriculture, qui est un élément très important de nos sociétés, qui a façonné nos sociétés, mais qui aujourd'hui a quand même des impacts qui sont très importants. On y reviendra. Alors, de façon générale, quand on veut regarder l'impact de la pollution sur la santé, on distingue deux catégories d'études. Des études qui portent sur ce qu'on appelle le court terme. Donc, vous allez avoir vous allez avoir des mesures de polluants et des variations, on va dire, de niveau ambiant de polluants, qui ne sont pas forcément des pics, j'insiste, parce que souvent on réduit tout au pic de pollution. Donc c'est des variations de niveau ambiant de polluants. Et quelques jours après, des variations sur l'état de santé. Par exemple, si vous avez les brumes de sable, comme ça nous a été montré tout à l'heure, vous allez regarder quelques jours après les consultations auprès des médecins traitants, les consultations aux urgences pour exacerbation d'asthme, etc. Donc c'est l'effet à court terme. Et puis vous avez les effets à long terme, où là, ce sont toutes les affections, les pathologies chroniques que vous allez diagnostiquer après une exposition chronique de plusieurs mois, voire plusieurs années, à une pollution atmosphérique ambiante. D'où l'importance d'avoir effectivement des réseaux qui mesurent correctement la pollution de fond. Mais la normalité de ces niveaux de pollution de fond ne doit pas nous endormir et nous dire la qualité de l'air est bonne, tout va bien, il n'y a rien à regarder, parce qu'il y a d'autres soucis, je vais vous le montrer tout à l'heure. Et aujourd'hui, le vrai problème en réalité, le vrai sujet, on pourra en discuter tout à l'heure, c'est comment on mesure l'exposition à la pollution finalement. On a des mesures, on a des stations fixes, on a des capteurs que l'on peut poser. Comment on arrive à extrapoler tout ça pour in fine reconstituer une exposition vie entière pour voir l'impact sur les déterminants de santé. Et ça, c'est un vrai enjeu pour la suite. Donc là, c'est juste pour vous illustrer effectivement les niveaux de pollution, et puis les effets aigus, subaigus, c'est les effets à court terme, je vais vous illustrer ça tout à l'heure. Et puis les effets sur le long terme, donc ici, vous avez des personnes qui vont vivre pendant un certain temps exposées à des niveaux élevés, ou d'autres qui sont exposées à des niveaux plus faibles, et on va finalement comparer les deux pour voir s'il y a nombre de décès prématurés, par exemple, ou l'apparition de cancer, ou l'apparition d'insuffisance respiratoire. Alors, quand même, maintenant, ce sont des choses qu'on connaît. Je vous ai mis des références, vous aurez les diapositives, mais il y a quand même une grosse alerte au niveau mondial pour dire que quand même, depuis 2015, là c'est un travail international qui a été publié, ils ont regardé l'estimation sur les 25 dernières années de l'exposition aux polluants, donc la pollution de fond, et en particulier les PM2.5, on en a parlé tout à l'heure, pour estimer que voilà, on avait un effet sur le long terme avec des décès prématurés à l'échelle mondiale. Les estimations, c'est entre 4 et 9 millions de décès prématurés en 2015, et ça continue d'augmenter. Donc il est urgent finalement que nos dirigeants prennent la mesure de ce que ça implique, parce que sinon, le système de santé et le recours aux soins, on ne sera pas suffisamment nombreux pour prendre en charge les insuffisants respiratoires qui vont arriver. Alors, ça je vais passer parce qu'effectivement, on en a parlé un petit peu, la précédente oratrice en a parlé, mais pour vous dire que quand même dans ces normes, il y a à la fois des normes qui sont dictées par l'Union européenne, dans laquelle effectivement nous sommes, et puis il y a également des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et en particulier pour les PM2.5, il y a un désaccord. Donc,
Si on regarde les données selon l'Union européenne, si vous êtes aux alentours de 25 microgrammes par mètre cube pour les PM2.5, on estime que vous êtes finalement bien. Sur le plan de la santé, on estime qu'il faudrait diminuer ces seuils plutôt à 10 microgrammes, parce qu'il y a encore des effets sur la santé, même à 10 microgrammes par mètre cube. Voilà. Donc, il y a des normes, mais ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est dans les normes que ça correspond à des objectifs sanitaires. Ce sont deux choses un peu différentes. On pourra en discuter tout à l'heure. Alors, en matière de pollution, on a fait énormément de progrès. Il y a quelques années, il y a fort longtemps, quand on voulait faire une étude sur la pollution, d'une part, on payait très très cher parce qu'il fallait acheter des capteurs, il fallait les poser dans des classes, dans les écoles, je vais vous montrer des exemples, et encore, on ne pouvait pas les laisser très longtemps, 8 jours, maximum 15 jours. Et donc, depuis, on a développé ce qu'on appelle des modèles de dispersion des polluants, qui sont finalement maintenant assez automatisés, mais avant, il a fallu les valider. Et nous, on a travaillé donc, sur un modèle de dispersion des polluants qu'on a publié en 2009. On a validé des modèles, c'est-à-dire qu'on a comparé la mesure faite à l'intérieur des classes, et ensuite, on a calculé un indicateur de pollution sans cette mesure, en prenant en compte la pollution de fond, et également toutes les caractéristiques du bâtiment, la distance de l'immeuble, la zone de dispersion, les degrés d'hygrométrie. Et on a pu montrer que finalement, ça marchait très bien, parce qu'il y avait une excellente corrélation. Et donc, même si on n'a pas de capteur pour mesurer, et ça peut être des périodes de validation ou de calibration, les modèles mathématiques dont on dispose aujourd'hui, qui sont validés pour les PM2.5, pour notamment les NOx, permettent de mesurer de façon assez efficace l'exposition à la pollution atmosphérique, en prenant en compte des systèmes d'information géographique, on pourra en discuter tout à l'heure. Et donc il y a tout un tas d'études maintenant qui modélisent l'exposition à la pollution atmosphérique à l'aide des stations de fond, et puis des caractéristiques des bâtiments, de savoir où est-ce qu'on habite, la distance par rapport à un axe routier, etc. etc. Alors, l'autre élément, même si je vais me focaliser uniquement sur la partie respiratoire, c'est qu'on sait maintenant depuis plusieurs années que ces particules fines, outre le fait d'être fines, même si on va parler beaucoup des PM2.5, que le débat est probablement dépassé, parce que maintenant il faudrait parler des particules ultra fines, qui sont encore plus petites que les PM2.5, et qui, elles, vont passer la membrane alvéolo-capillaire et vont être responsables des effets systémiques de la pollution. Donc même si moi je vais vous parler que des aspects respiratoires, mais il y a aussi toute une littérature très riche et assez solide sur les effets cardiovasculaires, notamment liés à la pollution. Alors, pour qu'il y ait ensuite un effet sur la santé, ça va dépendre également de l'hôte et de la situation génétique. Hein. Et ça, vous le savez pour les problèmes d'allergie, on le sait aussi sur l'impact sur le tabac. Au niveau de la pollution, qu'est-ce qu'on sait? Donc on sait qu'on a tout un tas de polluants, ils vont agir sur l'organisme par l'effet d'un stress oxydatif, et nous, on a quand même des capacités de défense. L'organisme a des capacités de défense vis-à-vis des polluants. Il y a tout un tas d'enzymes, et je reviendrai tout à l'heure sur le type d'enzyme, je vais vous illustrer ça sur l'interaction gène-environnement, qui normalement permettent à un certain stade de se défendre contre les polluants. Et puis après, des fois, c'est dépassé, on n'y arrive pas. Hein. Donc, il y a tout un nombre d'enzymes, et la nouveauté aussi, c'est qu'on sait que les polluants, mais comme le tabac, peuvent également modifier des régions de l'ADN, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, et vont modifier des zones qui sont autour des gènes, et qui peuvent se transmettre sur plusieurs générations. Hein. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas toujours en tête. Donc finalement, on n'est pas tous à égalité vis-à-vis de la pollution comme des autres facteurs de risque. Enfin, l'exposition aux polluants va également interagir avec les virus notamment, pas que, mais également avec les bactéries, avec ce qu'on appelle le microbiote respiratoire. Et donc ça veut dire que quand on prend en compte cette dimension environnementale, ça peut également influer sur la fréquence des infections respiratoires. Ce n'est pas simplement un effet irritant, ce n'est pas simplement un effet allergie-like, mais il peut y avoir également un lien étroit puisque ça va favoriser le développement et la pénétration des virus au niveau de l'appareil respiratoire. Et ça, c'est des choses qu'on connaît très bien déjà avant la survenue malheureusement de cette épidémie liée au SARS-CoV-2. Alors, donc les effets cellulaires des polluants, ces polluants, donc, je vous ai dit qu'ils vont mettre en cause, quand notre organisme va être exposé à ces polluants, ce qu'on appelle un stress oxydatif. Et il y a différents éléments au niveau cellulaire pour réponse à ce stress oxydatif, avec tout un tas d'enzymes. Et tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment des gènes candidats qui sont nombreux
et qui font l'objet de tout un tas de publications pour expliquer aussi la prédisposition génétique vis-à-vis des différents polluants. Voilà, donc je vous les ai mis ici, il y a énormément de littérature, donc finalement on n'est pas tous à égalité et peut-être que dans un futur proche ou lointain, on pourra dépister pour savoir qui est à risque vis-à-vis de la pollution, comme on l'a fait pour le déficit en alpha-antitrypsine. Quand on est exposé au tabac, on a un emphysème plus sévère que lorsqu'on n'a pas de déficit en alpha-antitrypsine par exemple. Alors, ce qui est très intéressant au cours de ces dernières années, c'est qu'on a pu appréhender cette notion d'interaction gène-environnement au niveau des études épidémiologiques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'interaction gène-environnement? C'est un terme qui est utilisé pour décrire les effets des polluants en fonction de la situation génétique. Et donc, ça veut dire que des personnes ou des familles vont répondre différemment aux polluants selon cette fameuse prédisposition génétique. Alors, comment ça se présente? Donc, je vais vous montrer ici un exemple. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite. Donc, admettons que vous ayez un individu, par exemple, qui a un génotype A. Ici, il n'est pas exposé. S'il y a un polymorphisme génétique en B, vous voyez que il peut y avoir une modification de l'expression de la maladie un peu différente. Mais surtout, vous voyez que s'il est exposé à un environnement, c'est le trait en pointillé, vous voyez que l'expression phénotypique, elle va être complètement beaucoup plus importante. Et ça a été étudié avec le tabac et ça a également été étudié avec les polluants, notamment l'exposition à l'ozone. Alors, je vais vous montrer. Donc, ils ont fait cette étude sur plus de 3000 enfants. Ils ont interrogé les parents, ils ont mesuré l'exposition au tabagisme passif des enfants. Ils ont fait la même chose pour l'ozone. Et puis, ils ont mesuré la capacité respiratoire des enfants. C'est ce que vous avez mesuré ici. C'est des indicateurs du souffle qui traduit le calibre des bronches. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé de stress oxydant avec des enzymes. Et là, ils avaient étudié une enzyme qu'on appelle la glutathion-transférase. Et on sait que c'est une enzyme qui est importante parce que, quand elle est présente, elle aide à lutter contre ces radicaux libres qui vont être générés par l'exposition à la pollution. Donc, ils ont fait une recherche génétique pour ces polymorphismes. Et ils ont classé les enfants, finalement, en 4 groupes. Alors, si on regarde ici, on va prendre cet exemple-là. Vous avez la première colonne. Ce sont finalement des enfants qui sont les enfants témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des enfants qui n'ont pas été exposés au tabagisme de la maman in utero. Ils ont l'enzyme qui fonctionne et eux, quand ils soufflent, ils ont une capacité respiratoire qui est à 100%. Deuxième groupe, des enfants qui n'ont pas été exposés au tabagisme in utero, mais qui sont déficitaires au niveau de l'enzyme. Vous voyez qu'il y a un petit décrochage, mais on reste quand même dans des zones tout à fait normales pour la mesure du souffle. Troisième groupe d'enfants, des enfants qui ont l'enzyme présente, mais qui ont été exposés au tabagisme. Donc vous voyez que là, il y a quand même une diminution du souffle par rapport à la situation normale. Et quatrième groupe d'enfants, vous voyez ici, là, des enfants qui sont déficitaires en glutathion-transférase et qui ont été exposés au tabac. Et vous voyez qu'eux, d'emblée, ils ont une capacité respiratoire qui est inférieure à 70%. Voilà. Donc on voit bien que ceux qui n'ont pas l'enzyme déficitaire plus l'exposition, ils vont avoir une mesure du souffle qui va être plus basse. Et ils sont allés plus loin. Dans les études épidémiologiques, vous savez qu'on va interroger les gens sur les symptômes, la toux, les sifflements, savoir s'il y a de l'asthme. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ce qu'on mesure, nous, en clinique, les enfants qui sont asthmatiques, ils étaient principalement dans ce quatrième groupe d'enfants qui avaient donc ce déficit génétique en glutathion-transférase et qui avaient été exposés au tabagisme passif. C'est là qu'on retrouvait la majorité des enfants qui étaient asthmatiques avec des bronchites asthmatiformes à répétition. Donc en fait, ce qu'on observe au niveau phénotypique et au niveau clinique, finalement, c'est la résultante d'un déficit génétique et d'une exposition environnementale. Et ça a été montré aussi avec l'exposition à l'ozone. Voilà. Donc c'est quelque chose maintenant qui fait vraiment l'objet de tout un tas de publications. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ça je vais passer assez vite. Une des interrogations aujourd'hui, c'est l'impact de cette pollution sur le génome, l'épigénétique, et ça a été montré de façon assez robuste avec le tabagisme, où on a des segments de l'ADN qui vont avoir des défauts de méthylation, qui vont être transmises par des grands-mères qui ont fumé et qu'on va retrouver à la 3e génération. Et là, il y a des études également regardant les polluants. Alors, autre élément, et vous allez voir qu'on est toujours dans le cadre de la pollution, mais qui a un impact majeur, c'est qu'il y a un lien très étroit avec d'autres caractéristiques de l'environnement, qui sont les pollens. On sait que, sur le plan expérimental, lorsque on va avoir des
certaines souris qui vont être exposées à des polluants, on peut avoir des manifestations pseudo-allergiques avec une augmentation des IgE. Certains polluants vont se comporter comme des allergènes. On sait aussi que lorsque on va avoir affaire à des sujets qui sont allergiques, le fait d'être exposé à des polluants va augmenter la réponse allergique. Et ce qui a également été montré, c'est que les polluants sont des transporteurs d'allergènes et vont fragmenter les allergènes et donc vont les rendre plus allergisants. Donc, quand on parle de pollution atmosphérique, c'est important de garder en parallèle le corollaire sur les pollens, parce que notamment pendant la période pollinique, vous allez avoir tout un tas de personnes qui sont fragiles, qui vont avoir une augmentation de l'intensité des symptômes. Et ce n'est pas lié uniquement qu'au pollen, mais c'est lié à l'interaction entre pollen et pollution. Donc ça, tout à l'heure, le docteur de Toré en a parlé, hein, cette fameuse pic de pollution dans les années 50 à Londres, hein, où effectivement, après, c'était une pollution différente, une pollution bien sûr industrielle. Quelques semaines après, il y avait une augmentation du pic de mortalité. Hein. Donc ça, ce sont des choses qu'on connaît bien. Et dans ce contexte de pollution, je voudrais quand même vous dire un petit mot sur beaucoup de littérature maintenant qui concerne bien sûr la pollution intérieure, mais qui est une pollution assez particulière. Je pense qu'on peut la retrouver également aux Antilles, qui concerne la pollution liée à la combustion de la biomasse. Tout ce qui est boucan, le fait de faire brûler du charbon, du bois, les gens font brûler tout un tas de choses. Alors ici, parfois c'est en extérieur, mais dans certains pays émergents à faible niveau de revenus, notamment à Madagascar, c'est un pays que je connais bien parce que j'ai mon père qui est d'origine malgache. Là, vous avez effectivement à l'intérieur des cuisines, finalement, des niveaux de pollution qui défient toute concurrence, hein, qui sont très élevés. Et dans une étude qu'on a faite sur l'impact de la biomasse à Madagascar, on a mis des capteurs et on a vu que les particules fines, on avait des taux qui étaient à plus de 3000 microgrammes par mètre cube. Voilà. Et quand on sait que les femmes passent 6 à 7 heures dans les cuisines avec des enfants très petits, ça explique aussi l'impact sur les infections respiratoires et la santé des enfants. Voilà. Donc il y a toute une littérature, je pense, quand on parle de pollution. Ici, je pense qu'on est sensibilisé, mais c'est parfois des choses qui sont oubliées dans les sociétés un peu plus riches. Et vous voyez ici l'estimation qui a été faite, publiée dans le Lancet en 2014, sur le nombre de décès liés à la pollution intérieure, hein, cette pollution qui est majeure aussi, et qu'il ne faut donc pas oublier. Alors, l'effet de cette pollution, et en particulier l'exposition à la fumée de bois pour la cuisson des aliments, c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps. Dans cette étude internationale publiée en 2013, plus de 500 000 enfants, vous voyez, qui ont été concernés par cette étude, l'étude Isaac, et on a montré très clairement que l'exposition à la fumée de bois, elle était associée à une augmentation du risque d'asthme chez les tout petits, les 6-7 ans, mais également chez les adolescents 13-14 ans. Donc là, c'est comme des choses qui sont connues, ce qui veut dire que quand on a affaire à des enfants qui viennent pour des problèmes d'asthme, l'interrogatoire sur le mode de vie est vraiment un élément très important. Et puis, pour ceux qui sont encore sceptiques, il suffit de regarder toute la littérature qui a été publiée par les collègues chinois. Hein, ici, c'est photographie effectivement d'industrie du charbon en Chine, et des préoccupations très importantes, puisqu'ils ont publié en 2016 leur vraie crainte de ce qui peut se passer en 2030. Vous avez ici donc la mortalité liée à la pollution, c'est l'estimation, et puis ici, c'est ce qu'ils ont observé sur les années passées. En bleu, c'est ce qui concerne le cancer du poumon. En rouge, les pathologies cardiovasculaires. En violet, tout ce qui est accident vasculaire cérébral. En jaune, ici, la BPCO. Et puis là, ici, les infections respiratoires. Hein. Donc, vous voyez, simplement, je vous ai mis la référence. Enfin, une grosse préoccupation sur l'impact et l'incidence de toutes ces maladies chez des sujets relativement jeunes. Alors, nous, d'un point de vue pratique et clinique, si on revient sur les aspects à court terme, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on a des variations des niveaux de pollution sur le court terme? Ici, c'est une étude suisse. Donc, vous avez ici l'évolution des différents polluants, donc à la fois ce qui est dioxyde d'azote, ozone et les particules, ce qu'on appelle des séries temporelles, c'est-à-dire qu'après l'évolution d'un pic ici des variations de pollution, vous allez avoir ici les consultations pour infection respiratoire. Et vous voyez que c'est décalé. On est pratiquement sur la même forme de courbe. Ici, pareil, variation des niveaux de pollution. Et puis, quelques jours après, variation sur les indicateurs avec ces bronchites à répétition, de la toux, le fait d'avoir des glaires dans la poitrine ou d'avoir des crises d'asthme pour ceux qui sont plus fragiles.
Dans cette étude, pourquoi je vous l'ai montré? Parce qu'ils ont montré que chez les personnes en particulier qui sont asthmatiques, l'exposition à des pics de pollution entraîne un allongement de la durée de l'exacerbation d'environ 3-4 jours. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas asthmatique, finalement, il va avoir un épisode de bronchite qui va durer 5 jours, maximum 8 jours. Quelqu'un qui a une pathologie respiratoire sous-jacente, ça va durer plus longtemps. Et ils l'ont montré pour les différents polluants, les PM10 et les dioxydes d'azote. Alors, une étude que j'aime bien et qui a été faite par nos collègues anglo-saxons, publiée dans le New England Journal en 2007, ils ont publié cette étude comme ils savent le faire, qui porte uniquement chez des asthmatiques, pour essayer de voir si, quand on marche dans une atmosphère, finalement dans un environnement pollué, qu'est-ce que ça fait sur la santé respiratoire. Donc, ils ont pris des 60 asthmatiques, 30 asthmatiques légers et 30 asthmatiques modérés à sévères. Ils les ont fait marcher pendant 2 heures dans 2 régions de Londres. Une région ici qui est Hyde Park, qui est quand même à Londres, mais on va dire dans un environnement plutôt vert, en se disant il y a moins de pollution. Et puis, en décalé, ils les ont fait marcher dans Oxford Street, où vous voyez qu'ici, il y a un trafic automobile très important. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mesuré la fonction respiratoire à différents temps, à partir du début où ils étaient exposés, pendant la marche et à distance 2 heures après quand ils avaient fini de marcher. Puis ils ont regardé ce qui s'est passé. Donc on est sur des effets vraiment très courts en termes d'impact sanitaire. Alors ça, donc c'est juste pour vous montrer quand même que Hyde Park, pour le taux de PM10, on est à 72 microgrammes par mètre cube, donc c'est quand même pas rien, hein, il y en a, c'est-à-dire qu'on marche dans des parcs, quand il y a des villes, c'est très bien d'aller au parc, mais vous voyez que dans Oxford Street, on avait une pollution qui était plus importante. 125 microgrammes par mètre cube pour les PM10. Et donc, je suis désolée, c'est un peu petit, mais vous allez vite comprendre. Ce qu'ils ont pu observer, donc en fait, Hyde Park, c'est la courbe la plus claire, et Oxford Street, c'est la courbe la plus foncée. Et en fait, ici, donc, les personnes commencent à marcher. Vous voyez qu'au bout d'1 heure et de 2 heures, quand on marche dans Hyde Park, on a déjà une chute du VEMS, du souffle, donc assez rapide. Et ensuite, ça va se stabiliser et surtout, ça va perdurer jusqu'à 6 à 8 heures après l'exercice. Par contre, effectivement, quand ils vont marcher dans un espace vert, il y aura une chute, mais qui sera moins importante. Et ils ont montré que cette chute était d'autant plus importante qu'on avait une maladie sévère. Ensuite, une autre étude pour illustrer ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au pollen, qui a été faite en Espagne. Là, ils ont suivi des personnes qui étaient asthmatiques et allergiques. Donc, ils sont asthmatiques, allergiques, ça veut dire qu'à chaque période des pollens, ils ont la rhinite, le nez bouché, le nez qui coule, des problèmes respiratoires. Ils ont comparé donc 2 villes, une ville où il y a très peu de pollution, une ville où il y a énormément de pollution, et ils ont suivi ces personnes sur 3 ans. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'effectivement, ceux qui vivent dans la ville qui est la plus polluée, à la période des pollens, ils font plus d'exacerbation, plus de crises d'asthme que ceux qui vivent dans la ville la moins polluée. Voilà. Donc, vraiment, la période des pollens, pollen plus pollution pour les personnes qui ont une maladie respiratoire sous-jacente, c'est vraiment un facteur de gravité. Alors, là-dessus, donc, juste effectivement, on avait été sollicité par l'ANSES pour faire un état de la littérature et on avait travaillé avec Madame Nicole Desbois, que vous connaissez. On avait fait toute une revue de la littérature sur l'impact sanitaire des pollens et des moisissures en Outre-mer. On avait comparé tout ça avec tout ce qui se passe notamment dans la Caraïbe et également en Amérique du Sud. Et donc, on avait remis un certain nombre de conclusions en disant qu'il était vraiment urgent dans les territoires ultramarins de mettre en place des volets de surveillance qui ne soient pas simplement des campagnes ponctuelles, mais qui soient des campagnes au long cours, comme le fait le RNSA, pour que les personnes puissent identifier les pollens qui sont allergisants en milieu tropical, qui ne sont pas les mêmes que ceux que l'on a effectivement en France hexagonale, et qu'on puisse tester et fabriquer des extraits pour voir qui est vraiment sensibilisé ou allergique. Puisqu'aujourd'hui, on teste de la même façon avec des extraits qui concernent des personnes qui vivent dans les pays tempérés et qui ne sont pas adaptés à l'exposition qui existe en milieu tropical. Voilà. Et donc ça, on avait remis un certain nombre de recommandations que vous pourrez retrouver sur le site de l'ANSES. Alors, la nouveauté en matière d'exposition à la pollution, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est probablement le fait qu'aujourd'hui, on a un certain nombre d'études qui montrent que ça commence in utero, en fait. Tout à l'heure, je vous ai montré la courbe de la fonction respiratoire en vous disant c'est à la naissance, il y a une croissance pulmonaire et il y a probablement cette fenêtre de vulnérabilité qu'il faut cibler.
Donc je vous ai mis un exemple parce qu'il y en a beaucoup, une cohorte espagnole. Donc ils ont inclus les mamans pendant le deuxième trimestre de grossesse. Ils ont calculé l'exposition atmosphérique à l'aide d'un modèle d'exposition avec un système d'information géographique, peu importe. Et surtout, ils ont suivi les enfants et la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans et demi et ils ont mesuré le souffle de ces enfants. Donc il y a une mesure objective sur le plan d'indicateurs sanitaires. Ils ont pris en compte tous les autres facteurs de confusion, les antécédents d'allergie, l'exposition au tabac, voilà. Et donc ce qu'ils ont pu montrer, c'est que les enfants qui avaient été exposés à des niveaux importants de NO2 in utero, avant la naissance, ils avaient une fonction respiratoire qui était plus basse que les autres. Et il y a toute une littérature aujourd'hui qui retrouve la même chose. Donc, qui dit exposition à la pollution atmosphérique, ce n'est pas simplement après la naissance, ça commence bien avant. Et pourquoi je vous montre ça? Parce que la situation, elle est quand même préoccupante. On a la chance d'avoir un projet national qui s'appelle la cohorte ELF, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est l'étude longitudinale française depuis l'enfance. Malheureusement, il n'y avait pas les territoires ultramarins, c'est vraiment dommage. On a démarré en 2011 un suivi de 18 000 nouveau-nés et on espère pouvoir les suivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc moi, je m'occupe du groupe respiratoire et il y a eu des mesures de pollution. On a reconstitué le niveau d'exposition à la pollution atmosphérique de ces enfants, finalement des mamans, avant la naissance. Donc ça a eu lieu sur un échantillon de 14 900 femmes, peu importe. On a regardé ça pour les PM2.5 et NO2 et on a identifié parmi ces femmes, alors c'est un échantillon, on a fait ça avec l'INED, c'est-à-dire c'est vraiment représentatif de la population française sur le plan de la répartition territoriale, du niveau socio-économique des départements. Et on a identifié un cluster de 38% de femmes, ce qui nous paraît beaucoup, qui d'emblée sont très exposées pendant la grossesse, exposent leurs enfants, comme on veut, dans les deux sens, parce qu'elles vivent en milieu urbain, à proximité d'axes routiers, et elles vont cumuler des situations de précarité environnementale également à l'intérieur des logements. Voilà. Et là, on est en train d'analyser les données pour voir l'impact sur les caractéristiques sanitaires des enfants. Alors, l'impact de la pollution sur la santé respiratoire de l'enfant, on a maintenant des données solides. Ici, c'est un exemple de méta-analyse qui a été publiée en 2014 sur 16 000 enfants, 10 cohortes de naissance européennes. Et donc, ce qui a été montré, en particulier, je vous montre les résultats, vous les aurez sur les diapositives, pour les NOx et les PM2.5, les enfants qui vivent et qui sont exposés à des niveaux élevés de pollution font plus d'infections respiratoires basses, font plus de pneumonie que les autres. Et donc ça, c'est des données qui datent de 2014. Ensuite, l'autre élément, c'est l'impact sur la fonction respiratoire. Et ceux qui ont probablement le plus publié dans le domaine, ce sont les Américains, l'équipe de Goderman en Californie. Donc, ils ont publié dans le New England Journal of Medicine en 2004. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suivi 1700 enfants pendant 8 ans et ils ont mesuré la fonction respiratoire une fois par an. Ils ont regardé où vivaient ces enfants et ici, ce que vous voyez là, ce sont les différentes villes. Donc, si on prend cet exemple, qu'est-ce qu'ils ont regardé? Vous avez ici le niveau de PM2.5 et ils ont remarqué et mis en évidence le fait que les villes dans lesquelles il y avait des niveaux élevés de PM2.5, c'était dans ces villes-là qu'on retrouvait un pourcentage important d'enfants qui avaient une altération de la fonction respiratoire, avec un VMS inférieur à 80%. Ils ont également montré que, probablement, les dioxydes d'azote avaient aussi un effet pour ralentir la croissance pulmonaire de ces enfants. Et ensuite, ils ont fait une démonstration assez jolie que tout le monde reprend un peu maintenant. Et on pourrait se dire de façon un peu triviale à quoi ça sert de mesurer les polluants, mais ça c'est juste pour être un peu provocatrice pour la discussion. Ils ont montré qu'en fait, que l'on regarde les niveaux de NO2, de PM2.5, ou qu'on le regarde la distance du domicile par rapport à la proximité d'une autoroute, donc une autoroute vraiment, avec un trafic important, finalement on avait le même impact sanitaire avec un effet sur la fonction respiratoire, en particulier le VMS et également les petites voies aériennes, le DM2575. Et donc, ils ont montré en particulier que les effets sur la santé, on voyait chez des enfants qui étaient domiciliés et qui vivaient à moins de 500 mètres d'une autoroute. Voilà. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'études après épidémiologiques, vous trouverez beaucoup de publications qui parlent de la distance par rapport à un axe routier, et ça a été beaucoup implémenté dans les modèles de dispersion des polluants. Alors, nous, ce qu'on a fait donc, dans l'enquête ISAAC de France,
On a, il y a quelques années, avec un groupe d'épidémiologistes, donc Isabelle Agnesi-Meizano à Paris, à l'INSERM, tout un tas de collègues dans 6 villes, on a effectivement décidé, c'était la première étude qu'on avait réalisée, de voir si finalement ce qu'on montrait dans les autres pays, est-ce qu'on observait la même chose. Donc on a fait cette étude dans le cadre de l'étude internationale ISAAC, donc 6000 enfants concernés. On a mis des capteurs de polluants dans 108 écoles, 410 classes, dans toutes les classes, plus les préaux. Et on a regardé l'impact sur la santé des PM10. Alors à l'époque, il n'y en avait pas les PM2.5, donc on a extrapolé dans un second temps l'ozone, le dioxyde de soufre et tout un tas d'autres polluants. Alors je vous montre simplement les principaux résultats. Donc ça avait fait effectivement grand bruit à l'époque parce que forcément nos résultats montraient des choses qui n'étaient pas connues jusqu'à maintenant. D'une part, donc, dans cette population d'enfants, une majorité d'enfants étaient exposés à des niveaux de polluants élevés, que ce soit pour le dioxyde d'azote, le SO2, les PM10 et l'ozone. On avait plus de 50% des enfants qui étaient exposés à une mauvaise qualité de l'air. Ensuite, on a pu montrer que pour certains polluants, il y avait un impact à la fois donc, sur le risque d'asthme, le fait d'avoir des sifflements, d'avoir des crises d'asthme. Vous pourriez me dire c'est attendu, c'était attendu. Mais on a pu également montrer un lien avec d'autres maladies allergiques, l'eczéma, la dermatite atopique, et également la rhinite allergique, la sensibilisation aux allergènes. Et on a regardé également la pollution à l'intérieur des classes. Pourquoi ? Parce que ça nous paraissait quand même très important de regarder les NO2, les PM2.5, le formaldéhyde, l'acétaldéhyde, l'acroléine. Et on a montré pour la première fois qu'il y avait autant de particules fines à l'intérieur qu'à l'extérieur des classes. Parce que tout le temps, on nous disait, il y avait plein de publications, il y a une différence, c'est pas la même chose. Nous, le ratio, il était de 1. Donc on retrouvait autant de particules fines à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et donc, on a pu montrer que pour la pollution, en tout cas intérieure, pareil, on avait un pourcentage important d'enfants, un tiers, qui a été exposé à des niveaux de pollution qui étaient élevés. Alors, ceci, donc, on a montré que pour les NO2 et les PM2.5, il y avait un risque d'asthme qui était très important comparativement à ceux qui étaient exposés à des faibles niveaux de polluants. Donc, on a montré essentiellement pour les PM2.5 une augmentation du risque de crise d'asthme d'origine allergique chez ces enfants. Alors, là, vous pourriez me dire, finalement, il y a quand même bien une relation dose-effet. Plus on est exposé, plus on a de symptômes. Pour tester ça, on a décidé de le vérifier et de faire la même étude qu'on a fait en France hexagonale, la faire en Guadeloupe, avec les collègues de la Guadeloupe et Guader. Donc, on a fait la même enquête ISAAC 2 en Guadeloupe, avec l'enquête sur des questionnaires pour évaluer la prévalence de l'asthme, qu'on a retrouvé d'ailleurs assez élevé en Guadeloupe, qui est à l'ordre de 12%, ce qui est élevé, chez des enfants qui avaient entre 9 et 11 ans. Et pareil, on a mis des capteurs à l'intérieur des classes et dans les préaux pour analyser la qualité de l'air. Parce que quand on discutait avec l'association de la qualité de l'air, ils disaient en Guadeloupe, la qualité de l'air, elle est bonne, il n'y a pas de problème. Donc, on a voulu vérifier. On a regardé différents polluants, donc l'ozone, les dioxydes d'azote, le dioxyde de soufre, etc. Et c'est vrai que si on regarde par rapport aux recommandations de l'OMS, en termes de moyenne, on pourrait dire que ça écrase la courbe, mais ce qui est important, c'est de garder quand même le maximum. Et vous voyez qu'il y a quand même des enfants qui vont être exposés à des niveaux, en tout cas de polluants, plutôt élevés. Et on a regardé le lien avec la fonction respiratoire, les symptômes, et on a mesuré le souffle de ces enfants. Et ce qu'on a fait, au final, je vous montre le résultat de la modélisation finale, on a pu montrer que, alors que pour l'ozone, on était en dessous des seuils d'alerte et qu'on était finalement sur des niveaux de qualité de l'air estimés comme normaux, on avait un impact de l'ozone sur la réduction du souffle des enfants de façon très significative, voilà, ce qui est l'équivalent de l'hyperréactivité bronchique, et on a pris en compte tous les autres facteurs confondants dans le cadre du modèle. Donc, et depuis, il y a énormément d'études qui ont retrouvé la même chose, c'est-à-dire que, y compris sur le court terme, ce n'est pas parce que vous avez des niveaux de qualité de l'air qui sont bons et que vous avez un drapeau vert qu'il ne peut pas y avoir d'effet sur la santé, et en particulier pour l'ozone qui a un effet irritant. Alors, dans le cadre des effets sur la santé également en fonction de la pathologie, je vous ai montré l'effet chez les asthmatiques. Les mêmes Anglais
qui avaient fait l'étude dans Hyde Park et Oxford Street, ils ont fait la même chose, mais avec d'autres types de patients. Ils ont pris des patients qui étaient considérés comme en bonne santé, mais qui avaient quand même 60 ans. Ils ont pris des patients qui avaient des problèmes cardiovasculaires, et ils ont pris des patients qui avaient une BPCO. Et ils ont fait le même protocole, ils ont fait marcher, et ils ont regardé la mesure du souffle. Et donc, ce qu'ils ont pu montrer, en fait, c'est que les patients qui avaient une BPCO, quand ils marchaient en particulier dans Oxford Street, ils avaient très vite une augmentation des symptômes. Ils commençaient à tousser, à cracher, à se sentir essoufflés. Et donc, ils ont pu montrer, et ce que vous avez ici, que très vite, là c'est la mesure de la fonction respiratoire dans Hyde Park, et en rouge, c'est la mesure dans Oxford Street, au bout déjà de 2 heures de marche, il y avait une chute du souffle qui récupérait un peu plus tard, mais qu'on ne voyait pas quand ils marchaient dans les espaces verts. Donc finalement, le fait de marcher dans une ville qui est polluée va entraîner très vite à une diminution du souffle, qui peut être quand même significative en fonction de l'état de santé de départ. Alors, aujourd'hui, dans toute la littérature, il y a un lien étroit entre le fait de vivre dans une ville polluée et de développer une BPCO, même quand on n'a jamais fumé. Donc, il faut, je dirais, sortir de votre esprit l'idée que BPCO égale maladie du fumeur. Ça reste vrai, mais il y a un pourcentage non négligeable qui est estimé entre 20 et jusqu'à 50% en fonction des pays de patients BPCO qui développent cette maladie alors qu'ils n'ont jamais fumé et qu'ils ont été exposés à la pollution. Il y a énormément d'articles, en particulier en Chine, aux États-Unis. Je vous ai mis ici les références. Je passe donc pour aller un petit peu, pas prendre trop de retard. Et donc, je vous conseille cet article publié en 2018 qui a été fait à Taïwan sur une cohorte de plusieurs années, donc plus de 90 000 personnes suivies pendant plus d'une dizaine d'années, avec mesure de l'exposition à des PM2.5. Et ici, vous avez le risque de développer une BPCO en fonction de l'exposition au PM2.5, alors qu'on n'est pas fumeur. Voilà. Et depuis, il y a énormément d'études qui ont retrouvé la même chose. Alors, petit aparté, j'aime bien montrer cette diapositive parce qu'on a parlé tout à l'heure des particules et en fait le point commun, et peut-être qu'on pourrait y passer des heures, mais vous avez bien compris que quand on parle de PM2.5, c'est finalement une histoire de taille. En réalité, on peut mettre dedans tout un tas de choses qui sont des particules, c'est complètement hétérogène, avec des propriétés physico-chimiques qui sont complètement différentes. Et ici, ça a été fait par un collègue indien qui travaille à New Delhi. Lui, il a regardé les particules fines qui étaient dégagées par ces spirales anti-moustiques, qu'on utilise encore quand même, plus ou moins, voilà, en fonction des endroits, c'est pour ça que je vous la montre. Et il a fait la même chose avec l'encens, ou des bougies parfumées. Mais j'ai choisi celle-ci pour illustrer. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé la combustion de ces spirales et ils ont analysé le taux de PM2.5 dégagé par la combustion de ces spirales. Et en fonction de plusieurs situations, ici, dans un environnement où ils ferment les fenêtres et les portes, donc complètement fermées, hermétiques. Ici, ils vont garder les fenêtres ouvertes et ils vont fermer donc les portes. Et ici, ils vont laisser complètement aéré. Je vous laisse regarder les résultats. Vous voyez que quand tout est fermé et qu'on fait brûler une spirale, vous voyez le niveau de PM2.5, c'est énorme en microgrammes par mètre cube. On est à plus de 1000 microgrammes par mètre cube dégagés par une spirale. Vous voyez que quand on la fait brûler alors que tout est ouvert et que c'est aéré, c'est quand même mieux. Voilà. Donc ça, il y a énormément de travaux. Les mêmes choses ont été faites avec les bâtons d'encens, avec les bougies parfumées. Donc les PM2.5, il y a de la pollution, le trafic automobile, les brumes de sable, tout ce que vous voulez, mais il y a également des sources qui sont parfois pas très bien connues. Alors, on a parlé beaucoup des pathologies bronchiques, asthme, BPCO, une anomalie de la muqueuse respiratoire. Je vous ai parlé des atteintes interstitielles. Vous savez que ces derniers temps, on en a beaucoup parlé, notamment liées à la Covid-19, atteinte du poumon interstitiel qui fait la gravité de ces malades. Donc, j'ai pris ici un exemple, vous voyez ici avec du verre dépoli. Donc ici, c'est un exemple de fibrose pulmonaire idiopathique. Et une de nos interrogations en tant que pneumologue, c'est de savoir si les patients qui ont fait des formes graves à SARS-CoV-2 peuvent développer des séquelles de type fibrose, avec du rayon de miel, de la réticulation. Et il y a toute une littérature qui montre que potentiellement, jusqu'à maintenant, on n'avait pas individualisé de cause précise pour ces fibroses pulmonaires. C'est pour ça qu'on parlait de fibrose pulmonaire idiopathique. On n'avait pas retrouvé la cause. Maintenant, il y a tout un tas d'études qui s'intéressent aux causes professionnelles. Est-ce que c'est de l'exposition liée à l'amiante, l'exposition liée aux pesticides et également à des niveaux de pollution.
Et pourquoi est-ce qu'on y pense? Parce que il y a eu cette première étude qui a été publiée par des Coréens et depuis il y a une étude française qui a montré que des patients qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique, quand ils sont exposés à des pics de pollution, vont faire ce qu'on appelle une exacerbation de fibrose. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une augmentation de la toux, augmentation de l'essoufflement, ils vont être beaucoup plus gênés pour respirer. Et ça va commencer assez vite, c'est ce qui est marqué ici, ça va commencer dès le lendemain de l'exposition, hein, et puis ça va durer jusqu'à 56 jours après l'évolution du pic de pollution. Voilà. Et donc ça, c'est maintenant quelque chose qui est vraiment de plus en plus regardé. Alors donc, pour terminer, ce qui est important dans ce que je vous ai dit quand même, c'est de considérer que l'évolution de la mesure du souffle ou de la BPCO, des atteintes respiratoires, elle est quand même conditionnée d'abord par ce qui se passe in utero. On le savait pour le tabac, mais maintenant on le sait pour les polluants. Ensuite, la fenêtre très importante de vulnérabilité, c'est vraiment entre la naissance et 20 ans, hein, parce qu'il va y avoir un effet potentiel sur la croissance pulmonaire, et cette croissance pulmonaire, elle peut être ralentie. Enfin, ensuite, à partir de 20 ans, en plus du tabac, du cannabis, des expositions professionnelles, on pense que l'exposition à la pollution peut entraîner une accélération du déclin de la fonction respiratoire. Et ceci va bien sûr s'aggraver après 40 ans. Et aujourd'hui, le vrai problème que l'on a, c'est qu'on diagnostique toutes ces maladies respiratoires après 40 ans. Donc on est finalement sur la résultante de quelque chose qui a commencé bien avant. Alors, ici, finalement, j'aurais quand même terminé par une note optimiste, parce que sinon on va tous être déprimés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a des études d'intervention, et c'est juste le mot de la fin. Vous le savez, vous vous souvenez de cette photographie pour les Jeux de Pékin, donc en 2008, c'était avant les Jeux et puis après toutes les mesures qui ont été faites. Et ils ont vraiment publié là-dessus pour montrer qu'en même temps que l'amélioration de la qualité de l'air, il y avait une amélioration des indicateurs sanitaires. Donc on peut y arriver. L'équipe de Goderman, je vous ai montré tout à l'heure, c'est eux qui avaient fait l'étude en montrant que quand on vit dans une ville polluée, très exposée à des PM2.5, on a un pourcentage d'enfants qui a une altération de la fonction respiratoire. Donc sur plus d'une dizaine d'années, ils ont travaillé avec les municipalités à une amélioration de la qualité de l'air. Vous voyez ici l'évolution des différents polluants. Et ils ont montré dans le même article, en refaisant la même étude pour voir les indicateurs sanitaires, qu'ils avaient obtenu gain de cause, si je puis dire, c'est-à-dire qu'ils avaient récupéré un pourcentage d'enfants qui avaient une amélioration du souffle. Donc il n'y a pas de fatalité. Entre 10 et 15 ans, quand on met en place des mesures pour améliorer la qualité de l'air, on peut avoir un impact sur des indicateurs sanitaires, et en particulier chez les plus jeunes et les plus vulnérables. Donc, après, vous retrouvez tout un tas d'études également, de projections, en disant, si on améliore le niveau de pollution, qu'est-ce que ça fait sur les maladies dont je vous ai parlé tout à l'heure? On peut réduire, effectivement, d'un certain pourcentage la survenue, l'incidence des infections respiratoires, l'incidence des cancers du poumon, des pathologies cardiovasculaires, de la BPCO. Et puis, j'aime beaucoup cette étude qui est publiée là récemment, je vous ai mis les références dans le Lancet Planet Health 2021, qui est paru dans plus de 1000 villes européennes. Ils ont regardé l'exposition à la pollution chez les adultes. Donc, ils ont fait des modèles monopolluants. Alors, bien sûr, ils se sont rendus compte quand même, on avait 84% de la population qui était exposée au PM2.5 au-dessus des normes préconisées par l'OMS. Mais surtout, ils ont regardé, ils ont fait des modélisations en se disant, si on applique ce qui est préconisé par l'OMS dans toutes ces villes, qu'est-ce qu'on gagne? Et ils ont pu mettre en évidence le fait qu'on pouvait éviter 51 000 décès prématurés quand on améliorait le niveau d'exposition au PM2.5. Et je vous conseille cet article parce qu'il détaille vraiment ville par ville au niveau européen. C'est vraiment très bien fait. Voilà, donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur l'impact de la pollution sur la santé, il y a beaucoup de choses que vous connaissez. L'effet marquant, c'est probablement l'impact in utero qui commence. La notion d'exposome, où ce qui va apparaître, c'est l'accumulation finalement de tous ces effets sur la santé. Il ne suffit pas d'avoir que les pics. On peut avoir des effets sur la santé, même avec une exposition à des niveaux ambiants en dessous des pics, parce qu'il y a une prédisposition génétique. Et enfin, il y a énormément d'études d'intervention qui montrent que quand il y a une volonté politique, on a quand même une amélioration des indicateurs sanitaires. Voilà, je vous remercie.